Donc on accueille le docteur Cyril Amouroux et le professeur Chaussin pour nous parler de l'hypophosphatémie. Alors, on va passer à la première diapositive, s'il vous plaît. Alors, c'est un enfant un peu plus de 2 ans qui arrive, qui est connu, qui a été diagnostiqué avec une mutation du gène FEX qui génère une hypophosphatémie liée à l'X avec un taux circulant de FGF23 trop élevé. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment un des signes, une des manifestations très importantes de cette pathologie, c'est on voit chez cet enfant, au niveau de cette incisive centrale temporaire, un abcès dit spontané sur une dent qui a l'air aussi bien finalement cliniquement, vous voyez l'émail est bien blanc. Normalement, une dent qui se nécrose comme ça, c'est une dent qui a reçu un choc et qui est noire. D'abord elle noircit et après on voit l'apparition de l'abcès, mais avoir une dent qui a l'air aussi normale avec un abcès aussi important, c'est quelque chose de totalement inhabituel et qui est vraiment un signe. Alors je dis pas révélateur parce que souvent c'est des enfants qui sont diagnostiqués à l'acquisition de la marche, comme c'est pas des familles, je vois Ania qui me regarde, je tremble, avec des jambes qui ne se redressent pas finalement après l'acquisition de la marche. Et donc on sait déjà qu'ils ont une hypophosphatémie, mais pour certaines familles c'est aussi une porte d'entrée, ça peut être une porte d'entrée, ce qui est plus rare. Et en fait la minéralisation, on a dans mon équipe de travailler depuis plus de 20 ans de manière très extensive sur la minéralisation des tissus dentaires liés à l'hypophosphatémie liée à l'X. Et la minéralisation de l'émail, on l'a passé à toutes les technologies que vous pouvez imaginer, Raman, synchrotron, avec plusieurs BIM. On n'a jamais trouvé d'anomalie réelle de l'hydroxyapatite. En revanche, la dentine, et je vous l'ai montré tout à l'heure, ressemble vraiment à du fromage suisse avec des nodules de minéralisation qui se forment, hein, la matrice extracellulaire se forme, et on a des nodules de minéralisation dans la dentine qui s'initient, mais qui ne fusionnent pas, ce qui donne des espaces interglobulaires dans lesquels s'accumulent des peptides de type ASARM, hein, qui sont des peptides venant de protéines régulateurs de la biominéralisation, ces fameux siblings, et qui inhibent finalement le dépôt d'hydroxyapatite. Donc on a des grands espaces non minéralisés dans la dentine de ces patients, avec des chambres pulpaires, non c'est trop compliqué pour moi, extrêmement larges, et un émail, parce qu'il n'est pas soutenu, finalement, quand l'enfant mastique, va se fissurer, va se craqueler, et on va avoir des avenues vers la pulpe dentaire qui est très large de ces enfants, vers la nécrose, avec des manifestations pouvant être l'abcédie spontanée, qui est classique chez l'enfant avec une hypophosphatémie liée à l'X, des nécroses chez les patients, chez les adolescents ou chez les adultes, de manière très étonnante. Et très souvent, on voit des nécroses au niveau des incisives mandibulaires chez les jeunes adultes ou chez les grands adolescents. Et puis, vers des cellulites maxillofaciales qui sont plus rares, mais qui peuvent arriver chez ces enfants. Parce que, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, on a une anomalie de structure de la dentine, mais aussi du sément, mais aussi de l'os alvéolaire. Et on a des cellulites maxillofaciales très importantes qui demandent, hélas, parfois, si on a un petit retard de diagnostic, une hospitalisation de l'enfant avec des traitements par antibiotiques et compagnie et compagnie. Donc c'est vraiment une manifestation très, très handicapante qui dure tout au long de la vie de l'hypophosphatémie liée à l'X, avec ce risque de nécrose. Et puis, chez le jeune adulte, on a du sément. Ce n'est pas comme l'hypophosphatasie, on n'a pas du tout une absence de sément acellulaire, on a du sément, mais Martin a fait un très joli papier où on montrait que ce sément était plus fin. Alors, tout comme la dentine, il bénéficie du traitement systémique, que ce soit le traitement standard, et on est en train de travailler à essayer de démontrer l'impact du burosumab sur la minéralisation de la dentine. Et donc, ce sément acellulaire, Martin a pu montrer qu'il bénéficiait cellulaire du traitement par voie systémique standard, c'est-à-dire vitamine D hydroxylée et phosphate. Et donc, on a chez l'adulte, cependant, une finesse de ce sément et une susceptibilité accrue aux maladies parodontales. Donc si on prend le problème à l'envers et que cet enfant vient sans diagnostic de maladie phosphocalcique, qu'est-ce que vous feriez devant cet enfant qui fait un abcès sans carie, sans maladie de dents
Le quiz est actif ou on le passe pour gagner du temps? On me dit oui. Alors une NFS, des explorations immunitaires très compliquées, une phosphorémie calcémie, radiographie des genoux, droite ou gauche comme vous voulez, et un taux de phosphatase alcaline. Alors c'est un peu facile parce que c'est une journée tête-cou Oscar. Hein. Pas mal. Alors, la radiographie perd du terrain. Les pales aussi quand même. Il y a effectivement plusieurs bonnes réponses. Très bien, donc il faut s'intéresser à sa minéralisation. S'intéresser à sa minéralisation, c'est regarder les pales, puisqu'on vous l'a déjà montré, les pales, c'est une enzyme de la minéralisation. Parfois, elles sont trop basses, c'est une hypophosphatasie. Parfois, elles sont trop hautes, c'est un rachitisme, quelle que soit sa cause. Le calcium, le phosphore, pour voir un petit peu à quoi est dû ce rachitisme. Et puis les radios, on aime bien, parce que quand même, c'est là qu'on va voir les signes de rachitisme. Alors pourquoi les genoux? Si on peut arrêter le quiz et récupérer. Hop. Pourquoi les genoux? Parce que sur les genoux, on voit deux métaphyses, la fémorale inférieure, la tibiale supérieure, et même une troisième avec la fibulaire supérieure. Et que c'est sur les métaphyses qu'on va voir les anomalies de rachitisme et les anomalies de minéralisation, puisque l'os se minéralise en permanence partout, mais l'os se minéralise beaucoup sur les zones de croissance, donc au niveau des physes et des métaphyses. Et donc, si un enfant a une métaphyse pas jolie, totalement irrégulière, un élargissement de sa zone métaphysaire, voire la physe, j'ai pas mis une radiocontrôle plus haute que ce qu'on l'attendrait pour l'âge, c'est qu'il a une anomalie de la minéralisation. Donc déjà, ça nous aide à nous classer dans notre case diagnostique. Le bilan biologique, il va être assez simple. On voit les pales, elles sont augmentées. Encore faut-il regarder les normes pour l'âge, puisqu'elles vont dépendre de l'âge et du sexe et du stade pubertaire. Les phosphatases alcalines augmentées associées à des radios anormales des métaphyses, ça signe un rachitisme. Et donc après, on va regarder le reste, le phosphore, le calcium, la PTH, parce que quand on regarde le calcium, on regarde la PTH, et la vitamine D pour essayer de savoir à quoi est dû ce rachitisme. Là, vous voyez que globalement, c'est le phosphore qui est surtout en dessous des normes. La 25, un petit peu, mais pas assez pour expliquer un rachitisme. Donc comment on raisonne devant une hypophosphatémie? Parce que c'est un point clinique, mais le point d'appel est biologique. Donc devant une hypophosphatémie qu'il faut déjà diagnostiquer, donc il faut regarder la valeur du phosphore pour l'âge. Le phosphore, il dépend aussi de l'âge. Il est très élevé chez les petits, il va baisser au cours de la vie. Donc les normes de l'adulte ne sont pas les normes de l'enfant. On pourrait considérer une phosphorémie normale pour un tout petit si on prend des normes d'adulte. On va d'abord regarder la PTH, parce que si la PTH est élevée, c'est plus facile. On est plutôt dans les hyperparathyroïdies primaires ou liées à un problème du calcium et de la vitamine D. Et si la PTH est basse, donc ou normale, c'est là qu'on a un problème proprement dit de phosphore. Donc il faut aller regarder pourquoi ce phosphore est bas. Et la première question, est-ce qu'il ne part pas dans les urines? Donc on dose le phosphore urinaire et le phosphore, fait la créatinine urinaire, et ça s'interprète facilement en calculant le TMP sur GFR. Il faut oublier les graphiques vieux dont on ne sait pas d'où ils sortent et tout ça. Il y a des calculateurs maintenant sur Internet, on tape ça, on a les réponses de suite, on rentre les chiffres, on a la valeur du TMP sur GFR, on a les valeurs pour l'âge. Le TMP sur GFR, c'est le seuil de réabsorption rénale du phosphore. Donc globalement, très simplement, pour réfléchir, il faut se dire que le rein doit réabsorber le phosphore à une phosphorémie. Enfin, pour maintenir une phosphorémie normale. Si c'est trop bas, c'est que le rein élimine trop de phosphore. Donc si mon TMP sur GFR est normal ou élevé, c'est que la perte de phosphore, elle ne vient pas du rein. Donc c'est que soit je ne mange pas assez de phosphore, ce qui est quand même très très rare, soit il y a une malabsorption dans un contexte plus global, soit une hyperconsomme du phosphore, mais ça c'est très facile parce que le contexte est assez évident. Et si le TMP est bas ou inadapté, c'est qu'il y a une perte rénale. Et donc cette perte rénale, elle peut être due de deux façons. Soit j'ai une maladie proprement rénale, les transporteurs du phosphore ou des maladies plus globales, soit j'hyperproduis l'hormone dans l'organisme qui dit au rein de faire pipi du phosphore, et ça c'est le FGF23. Donc je dose mon FGF23 qui sera soit normal, soit élevé. Donc les rachitismes hypophosphatémiques qui peuvent être dus, ils peuvent se classer FGF23 élevé ou FGF23 normal ou bas. Donc les FGF23 élevés ou dépendants, le plus fréquent c'est l'atteinte du gène FEX qui est porté par le chromosome X. C'est pour ça qu'on parlera facilement toujours de XLH. Mais en fait, XLH, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours un rachitisme hypophosphatémique lié à l'X. Il y a quelques autres gènes portés par les autosomes.
C'est un peu plus de 80% qui sont liés au gène FEX. Donc le XLH, c'est quoi? C'est une maladie de l'enfant, et c'est une maladie chez l'enfant de la croissance, puisque c'est un rachitisme, donc c'est une maladie de la minéralisation, donc de la plaque de croissance, dont les enfants se déforment. Ils se déforment quand ils marchent, donc au niveau des membres inférieurs. Ils grandissent pas bien. Donc la prise en charge pédiatrique est indispensable et doit être le point d'appel. Il y a le problème dentaire, on l'a dit, et puis ils font parfois des craniosténoses, qui peut être aussi le point diagnostique dans la première année de vie, et de manière plus rare, mais il faut quand même la rechercher, des syringomyélies, des atteintes médulaires. Mais c'est avant tout une anomalie de la croissance osseuse et de la minéralisation osseuse, et une anomalie dentaire. Chez l'adulte, on ne grandit plus, donc le phénotype il reste ostéo-articulaire, mais là sur le versant plutôt dégénératif. C'est des gens qui ont mal, qui ne marchent pas bien, qui ont globalement un vieillissement articulaire prématuré. Donc au niveau des membres inférieurs, les hanches sont très malades, mais au niveau aussi du rachis, vous voyez là des ostéophytes qui vont être source de douleur, de diminution de la mobilité. Et puis on commence à découvrir de plus en plus le phénotype métabolique de ces rachitismes hypophosphatémiques. Alors soit dans des phénotypes métaboliques parce qu'ils ne bougent pas parce qu'ils ont un problème ostéo-articulaire mal pris en charge, ou non diagnostiqués, mais il y a quand même une littérature sur le rôle du FGF23 dans les voies métaboliques, la glycorégulation, le métabolisme lipidique. Donc probablement cet excès chronique de FGF23 est quand même source de problèmes métaboliques indépendamment de l'hypomobilité du XLH. Et puis ils ont aussi des maladies dentaires et parodontales. Oui, alors là j'ai mis un jeune adulte, qui présente une nécrose sur une molaire maxillaire. C'est un patient qui n'avait pas eu d'abcès depuis la petite enfance, qui a été correctement traité, qui a eu un traitement orthodontique et puis qui a arrêté son traitement. Et on voit qu'on a une nécrose sur une dent qui, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de différence de teinte particulière avec les dents voisines. Et cette symptomatologie est apparue rapidement. On n'a pas cet abcès, là on a plus une fistule, la manifestation est un petit peu différente. On peut même avoir, chez ce jeune adulte, on avait une fistule qui était intraorale. On peut même avoir, chez certains patients, des fistules extraorales, ou encore on peut encore avoir cette symptomatologie de cellulite maxillofaciale. Et je ne vous ai pas mis de radio de parodontite, mais ces patients, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'arrêt du traitement systématique, dès 20 ans, doivent avoir, et c'est ce qu'on fait à Bretonneau avec Martin, dans la transition, un examen parodontal et un suivi parodontal, parce qu'on peut avoir des manifestations parodontales dès le plus jeune âge chez l'adulte. Il ne faut pas oublier le diagnostic différentiel des rachitismes hypophosphatémiques à FGF23 augmenté, qui est la dysplasie fibreuse des os au syndrome de McCune-Albright, qui hyperproduit aussi du FGF23, mais là, le phénotype est totalement différent. Il y a des kystes dans l'os plus ou moins diffus selon si la forme est poly ou monostotique, des taches caféolées parfois, et puis des atteintes endocrines, thyroïdiennes, hypophysaires, ovariennes, avec des pubertés précoces. Et donc les autres hypophosphatémies, mais qui sont là FGF23 indépendantes, donc il y a les isolés, on va dire, les maladies des transporteurs rénaux du phosphate, le co-NERF, qui est le copain, on va dire, d'action de FGF23 au niveau du rein, qui sont des maladies qui vont... Il y a une hypophosphatémie, il y a une part de rachitisme, mais c'est finalement des maladies où il y a surtout une hypercalciurie, donc le phénotype est surtout rénal avec des lithiases. Et puis après, il y a des formes syndromiques, parce que finalement, le tubule proximal où est réabsorbé le phosphore, c'est une source de plein de maladies. Et donc, toutes les tubulopathies proximales, cystinose, syndrome de Lowe, syndrome de Dent et autres, peuvent s'associer à une hypophosphatémie. Mais là, il y a d'autres signes biologiques, les rénaux associés. Donc, en général, on fait le diagnostic assez facilement également. Et c'est tout. Merci beaucoup. On prend quelques questions rapidement. On n'en a pas dans le chat, en tout cas pas encore affiché. Oui, il y a. Ma question, c'est les enfants, les nouveau-nés qui naissent n'ont pas de rachitisme. Ils ont un os sain. Que ça soit une forme de novo, que ça soit une forme familiale avec une maman atteinte, donc qui est elle-même porteuse et elle est enceinte d'un enfant qui est malade, ou que ça soit une forme familiale héritée du père. Ma question, c'est pourquoi
le fœtus, il reçoit suffisamment de phosphore pour minéraliser son os, mais pas pour minéraliser sa dentine. C'est une excellente question, mais j'en sais rien. Mais j'aimerais bien pouvoir y répondre. Parce qu'il y a plus de phosphore dans la dentine que dans l'os, non? Je sais Non, pas. c'est pareil, Non. c'est l'hydroxyapatite. Non, l'os, c'est vraiment l'os et la dentine, c'est vraiment... Du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que la sévérité dentaire est différente entre les formes familiales héritées de la maman, des formes familiales héritées du papa ou dans les formes des novos? Je suis toujours pas capable de te dire. Alors, on nous a toujours appris que c'était pareil, qu'il n'y avait pas de X qui rattrapait l'autre. Je crois que les travaux que sont en train de conduire Martin, tu montres une petite différence liée au sexe dans tes analyses actuellement. En faveur des garçons. Ouais. Mais, ouais. Alors, ma question encore plus précise, si on prenait que les filles, est-ce que les filles avec une forme de novo ou non, forcément, elle est née d'une mère atteinte. Est-ce que c'est... Non, ma question n'a pas de sens à cause du fait que ça soit lié à l'X. En gros, est-ce que le fait d'être né d'une maman avec un taux de phosphore bas joue sur le phénotype dentaire ou pas? Écoute, j'ai vraiment tellement on suit ensemble tellement de familles depuis tellement d'années, et j'ai le souvenir d'une famille où le papa était atteint, donc toutes les filles, il a eu 4 ou 5 filles, je crois, et elles avaient toutes des tableaux cliniques quand même très sévères. Et j'ai à contrario, une autre famille aussi avec que des filles, et pareil, il y a des atteintes extrêmement sévères. Et puis des garçons, enfin, donc c'est très, quand même, les garçons comme les filles ont quand même, et c'est quand même de manière assez aléatoire finalement, quelle que soit l'origine, de novo, papa ou maman. Merci. Oui, c'est assez curieux quand même, cette maladie, parce que c'est lié à l'X. On n'a pas notion que le gène FEX, en particulier, soit dans une région non autosomique, comme c'est le cas pour le CHOX, par exemple. Et donc, c'est un peu perturbant de voir des formes qui sont à peu près équivalentes quand même entre les filles et les garçons. Et apparemment, il n'y a pas non plus de phénomène d'empreinte, donc... Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais ça fait longtemps qu'on se la pose, je pense. Bien, merci beaucoup.